vulgaire. Vous voyez les gens en kawaii qui nous alpaguent dans la rue en nous disant « Excusez-moi, vous auriez 2 minutes pour parler de la fin dans le monde ?» Et que nous on répond des trucs du genre « Non, désolé, bon courage !» Moi quand ça m'arrive en vrai, dans ma tête ça fait « Je suis mal à l'aise, j'ai envie de crever, je vais tenter de rester digne et poli alors qu'en fait je vais à la piscine et qu'il y a des gens qui ont faim et on me demande de les aider, je veux bien carrément mais là j'ai piscine, j'ai pas le temps et promis, je veux le faire. » Bref, vous les voyez ces gens en kawaii ? Eh bien ça tombe bien puisque l'épisode de Vulgaire que vous allez écouter maintenant est un podcast en partenariat avec Action contre la faim. Moi, Action contre la faim, je me doutais que c'était une asso qui menait des actions pour aider des gens qui avaient faim par rapport au nom, quoi. Oh bon! Mais c'est tout ce que je savais. Je savais pas comment ça avait été créé, ni trop comment c'était financé, ni quelles opérations ils menaient concrètement. Du coup, j'ai regardé sur Internet, ils m'ont envoyé 2-3 documents, et j'ai même pu en parler avec un chargé d'opération que je vais pouvoir vous présenter tout à l'heure. Mais pour le moment, j'ai mis mon kawaii et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Action contre la faim, ça a été créé en 1979. À l'époque, ce qui cartonnait à la radio, c'était ça. Sympa, hein ? Ouais, sauf qu'en 1979, il y a une crise en Afghanistan, crise qui suit une révolution, et là-bas, c'est la famine. Les gens ont faim et un homme, un ambassadeur français qui s'appelle Jean-Christophe Victor, en parle dans les médias. Et d'ailleurs, Jean-Christophe Victor, que personne n'appelait l'homme aux 3 prénoms, hélas, eh bien c'est celui qui avait créé l'émission Les Dessous des cartes, que j'adore et qui m'aide bien pour faire les vulgaires, on va pas se mentir. Visiblement, sa mission de vie à lui, c'était d'aider, et pas que des humoristes qui n'ont pas bien suivi l'histoire géo, puisqu'avec des intellectuels français, donc genre des médecins, des journalistes, des universitaires et des écrivains, c'est genre les Avengers mais avec des diplômes quoi, eh bien ils ont créé une ONG qui s'appelle Action internationale contre la faim. Leur but, c'était de créer une chaîne de solidarité avec des personnes afghanes contre la malnutrition. Alors au départ, c'est une petite organisation, une ONG laïque, indépendante des États, défendant l'idée d'un devoir moral qui s'impose à tous, c'est-à-dire secourir celles et ceux qui souffrent, où qu'ils se trouvent, quel que soit leur camp ou leurs idées. D'ailleurs, Françoise Giroud en parlait comme ça à la télé en 80, quand on lui demandait pourquoi c'était leur asso qui s'en occupait et pas le gouvernement. Dans le cas particulier où nous réussissons à faire passer des convois de mulets jusqu'aux Afghans qui sont en train de mourir de faim dans leurs montagnes, un gouvernement, c'est une organisation beaucoup trop lourde pour faire quelque chose comme ça. Si un gouvernement s'était occupé des Afghans qui avaient froid, mais les tentes seraient arrivées en plein été. C'est normal, un gouvernement, une administration, c'est lourd. Tandis que 10 personnes qui se réunissent le dimanche soir et qui se disent « Allez, lequel de nous deux part ? Lequel lance un appel à la radio ? Comment est-ce qu'on réunit l'argent ?» et on fonce, eh bien, on réussit quelque chose. Et ensuite, d'ailleurs, les grandes organisations internationales qui sont plus lourdes et qui ont plus de moyens prennent le relais. Le truc, c'est que les gens qui meurent de faim, c'était pas quelque chose qu'on pouvait trouver uniquement en Afghanistan à ce moment-là. Non, les gens qui mouraient de faim, c'était déjà un truc mainstream, on pouvait trouver ça un petit peu partout dans le monde. Donc après une première mission d'assistance aux réfugiés afghans qui a eu lieu au Pakistan en 1979, Action internationale contre la faim s'est aussi mobilisée en 82 avec une mission d'urgence en Thaïlande auprès des réfugiés cambodgiens, en 85 en Éthiopie, en 92 en Bosnie, en 94 lors du génocide du Rwanda, etc., etc., etc. Alors évidemment, l'asso a fini par être reconnu d'utilité publique et en 96, Action internationale contre la faim est devenue Action contre la faim et elle continue d'agir concrètement sur le terrain et témoigner sur le sort des populations que l'ONG soutient. La même année, il y a eu un truc absolument essentiel qui a été créé, c'est les Plumpy Nuts. Ça, les Plumpy Nuts, en fait, c'est des aliments thérapeutiques qui permettent de soigner la maladie de la sous-nutrition. En gros, c'est une sorte de méga mix avec de la pâte d'arachide, de l'huile végétale, du lait en poudre, du sucre, des vitamines et des éléments minéraux. En fait, ça se présente dans des sachets individuels et ce qui est fou, c'est qu'un sachet, ça coûte 25 centimes et qu'en 8 semaines seulement de traitement, eh bien, on peut soigner un enfant. 8 semaines de traitement, ça représente 28 €. Seulement 28 €, c'est ce qu'il faut pour sauver un enfant. C'est pas un truc de ouf ? Alors moi, personnellement, je trouve que si. D'autant qu'actuellement, il y a 735 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Ouais, je sais, c'est déprimant. C'est un problème, certes, mais heureusement, pour ce problème, il y a des solutions qui existent. Bon, alors évidemment, Action contre la faim, c'est pas juste une ONG remplie de gens qui mettent des t-shirts et qui balancent des Plumpy Nuts à des gens qui ont faim depuis leur camion comme si c'était la caravane du Tour de France. Non, il s'attaque aussi aux causes de la malnutrition. Par exemple, au Bangladesh, Action contre la faim travaille en collaboration avec des spécialistes locaux qui se déplacent de village en village pour enseigner aux agricultrices et aux agriculteurs les techniques de culture adaptées aux nouvelles conditions environnementales. En gros,
Action contre la faim, certes, s'occupe de la nutrition et de la santé, mais aussi de la sécurité alimentaire, de l'assainissement de l'eau, de l'hygiène, de la santé mentale, et travaille sur la recherche, et tout ça, toujours avec les populations. Tout à l'heure, j'ai donné quelques noms de pays, mais il faut savoir qu'Action contre la faim travaille au quotidien avec et pour les communautés locales dans plus de 55 pays depuis plus de 40 ans afin d'assurer la sécurité alimentaire de tous et toutes et donner les moyens d'existence des populations de manière durable. Et c'est pour ça qu'Action contre la faim a besoin de notre aide. Mais pour savoir comment on peut aider, j'ai de la chance, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Giacomo Rossi. Il va nous expliquer ça. Bonjour Giacomo. Bonjour Marine, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Est-ce que tu es stressé ou pas de ce moment ? Un petit peu stressé, mais ça va. C'est la première fois que tu es une vedette ou pas ? Ouais, c'est la première fois que je suis une vedette, que je fais un podcast, ouais. T'écoutes des podcasts, toi ? Ouais, j'en écoute pas mal, ouais. Donc c'est pour ça, je me dis... Attends, est-ce que t'écoutais le mien avant de... Non, hein. Bah avant, donc ces derniers jours, oui, mais Oui. avant, non. Avant, non. C'est un peu humiliant, mais c'est pas grave. Giacomo, est-ce que tu peux me raconter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi c'est avec toi que je parle ? Eh bien en fait, donc moi je travaille chez Action contre la faim. J'y suis depuis quelques mois, mais en fait ça fait plusieurs années que je travaille dans le secteur de la solidarité internationale. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler dans diverses associations en France, mais aussi à l'international. J'ai travaillé en Inde, au Soudan du Sud, voilà, pour être un peu plus près des contextes dans lesquels on est amené à opérer. Comment t'es amené à travailler dans l'humanitaire ? C'est une bonne question ça. C'était pas une vocation quand j'étais petit, je me suis pas dit tiens je veux être humanitaire, en fait je voulais juste faire un travail utile. Donc quand je suis arrivé à la fin du lycée, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'ai fait des études assez générales en droit et en fait au fur et à mesure je me suis spécialisé dans ce qui m'intéressait à l'époque et ce qui m'intéresse toujours aujourd'hui, l'action humanitaire. Et donc là, ça fait quelques mois que tu travailles pour Action contre la faim. C'est ça. T'es là parce que c'est une volonté, que c'est quelque chose qui t'anime particulièrement, la malnutrition, ou finalement c'est parce que c'est la vie qui t'a amené là ? Non, complètement. Ce qui est très intéressant en fait avec Action contre la faim, et ils sont reconnus pour ça, c'est le mandat de lutte contre la faim justement et de lutte contre les causes de la malnutrition. Et donc ça, j'ai découvert ça par mes différentes expériences parce que j'ai toujours entendu parler d'Action contre la faim, qui est comme une grosse ONG dans le secteur. Voilà, à mon sens, c'est un peu l'ONG Famous dans laquelle on est content d'aller. Et puis en plus, il y a eu le coup de projecteur du Z-Event. On a beaucoup entendu parler d'Action contre la faim en 2021. Donc le Z-Event, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est donc un événement qui a été proposé par des streamers, des youtubeurs, des gens de Twitch, tout ça, et pour récolter un max de sous. Ouais, c'est ça, un max de sous, 10 millions d'euros en 40 heures. Un max de sous, effectivement, ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça a permis d'avoir un peu plus de concret sur ce que fait Action contre la faim. Il y a une responsable qui est venue et qu'on a discuté. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cet asso qui existait, de la manière dont elle fonctionnait. Et ça m'a amené, au fur et à mesure de mes expériences, à me tourner justement vers ces luttes-là. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle, Action contre la faim ? Alors mon rôle, c'est que je suis chargé programme. Donc en fait, j'apporte. D'accord, donc ça ne veut rien dire. Exactement, ça ne veut rien dire. En fait, il faut imaginer que je suis un peu un couteau suisse. Donc je vais appuyer des équipes qui sont présentes dans les différents pays pour développer des programmes, pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs activités, pour aller chercher des sous, en fait, aller discuter avec les bailleurs de fonds, celles et ceux qui nous permettent de financer nos projets, et plus généralement de les accompagner dans leurs relations avec leurs partenariats, parce que c'est les partenariats locaux, en fait, nationaux, qui portent les projets et qui sont en lien avec les communautés, donc c'est important qu'on puisse travailler avec eux. Donc toi, t'es pas sur le terrain là-bas, t'es ici, quoi. Tu travailles d'ici. Tu parlais de programmes à mettre en place. Il y a quoi comme programme que toi, par exemple, dans ton équipe, vous mettez quoi en place ? Ouais. Alors, Action contre la faim, en fait, on a plusieurs types d'expertise. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, on travaille sur la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, on travaille sur la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, parce qu'en fait, tout ça est lié quand on parle de malnutrition. On a des programmes spécifiques sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. Et donc, dans mon équipe, parce que je suis pas tout seul, hein, on a toute une équipe d'expertes et d'experts financiers, logistiques, ressources humaines. Nous, on se concentre en particulier dans les régions d'Afrique de l'Ouest et du sud de l'Afrique, Afrique australe, Mission France aussi. Et donc, on a des projets de lutte contre la malnutrition qui passent sur différents aspects, différentes activités. Mais par exemple ? Par exemple, au nord du Burkina Faso, où tu as de l'insécurité qui provoque des déplacements de population, on va aller voir ces populations pour identifier les besoins qu'elles ont, essayer d'y répondre. Donc, ça peut être de la distribution alimentaire, de la distribution de coupons pour qu'elles puissent se nourrir, mais tout autant en privilégiant des actions de résilience. En fait, c'est quoi la résilience ? La définition, c'est tu as la capacité d'absorber un choc et de te relever après ce choc. Concrètement, dans les actions, ça veut dire qu'on va essayer de soutenir les communautés dans leurs moyens d'existence, ce qui va leur permettre d'absorber les chocs, donc des crises climatiques. Donc genre, il y a un tsunami quelque part. Voilà. Et vous arrivez, vous dites, bon, il y a eu le tsunami, maintenant on va essayer de faire en sorte que vous puissiez vivre malgré tout ça, quoi, c'est ça ? Ouais, alors en fait, on n'arrive pas parce qu'on a des équipes déjà sur place qui travaillent avec des communautés et des organisations communautaires, donc en fait, on fait le lien. Et le rôle d'Action contre la faim, ça va être d'accompagner justement ces communautés et ces partenaires pour se préparer au choc,
c'est de la réduction en fait du risque et des catastrophes, mais aussi de trouver des moyens d'adaptation. Et donc sur le changement climatique et le dérèglement climatique, justement, on a pas mal d'outils qui permettent aux communautés de se préparer à ces chocs. En fait, moi, ce que j'ai découvert en travaillant là sur Action contre la faim, moi, j'avais un peu une image de quelque chose, genre on arrivait et on donnait à manger aux gens et on repartait comme des sauveurs, un peu, tu vois, des gens blancs qui venaient sauver. Ouais. Et du coup, là, ce que je découvre, c'est que c'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment pour les communautés, vous aidez les gens qui aident, en fait. C'est ça, si j'ai bien compris. Exactement. Effectivement, ça a pu arriver dans l'histoire qu'on ait justement cette image que tout le monde a dans la tête, hein, tu t'arrives avec un sac de riz et puis tu le distribues aux populations. Ça a eu du sens à un contexte donné, à une époque donnée, mais maintenant, ça a beaucoup évolué dans le sens où on a pris en compte le fait qu'il faut vraiment s'adapter au contexte. Il faut prendre en compte toutes les différentes spécificités de OK, mais si tu distribues un sac de riz dans un village, qu'est-ce qui se passe au village à côté ? Et est-ce qu'ils mangent du riz ou est-ce qu'ils sont habitués à d'autres habitudes alimentaires ? Et donc, on a adapté tout ça pour faire en sorte que, effectivement, on accompagne les communautés qui sont sur place en essayant au maximum de s'adapter au contexte et évidemment en s'appuyant sur les personnes qui sont déjà sur place parce que c'est elles qui connaissent bien le contexte et qui savent ce qu'il faut faire. C'est quoi la sécurité alimentaire ? Tu parlais de l'année de grâce de 96 où on a inventé le Plum Peanut. Elle est grâce aussi parce que je suis né à cette époque-là. Il y a eu le Plum Peanut, moi, et il y a eu un sommet mondial où en gros, tu as des organisations et tu as des institutions qui sont assis, autour d'une table d'ailleurs, je sais pas si elles sont assises, mais en tout cas, elles ont discuté. Et elles se sont dit, OK, il faut qu'on définisse justement ce qu'est la sécurité alimentaire. Et en fait, tu as 4 piliers qu'on définit dans la sécurité alimentaire. Et grosso modo, c'est basé sur l'utilisation, la disponibilité, l'accès et la stabilité. Donc en fait, selon ces 4 facteurs, typiquement l'accès, c'est est-ce que tu as accès physiquement à des ressources, est-ce que tu as les moyens d'en acheter. La disponibilité, c'est est-ce que ça existe en fait, est-ce que tu as de l'approvisionnement nécessaire dans ton pays pour avoir ces produits-là. L'utilisation qui est en fait vraiment comment tu prépares tes produits, est-ce que tu peux les nettoyer avec de l'eau potable, etc. La stabilité, c'est dans le temps vérifier que tout ça soit disponible. Ces 4 facteurs permettent de définir si un pays est dans un état de sécurité alimentaire ou non. Et donc, c'est comme ça qu'on définit l'insécurité alimentaire aussi. Par exemple, la France, là aujourd'hui, on dit, en ce moment, on voit les restos du cœur et tout, ils sont obligés de fermer, il y a de plus en plus de gens pauvres. Est-ce que la France est en insécurité alimentaire ? Eh ben en fait, oui. On a tendance à imaginer que voilà, on est dans un pays stable où globalement, tout le monde peut avoir accès à de la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Mais en fait, non, il y a 8 millions de personnes en France actuellement qui sont en situation d'insécurité alimentaire. C'est pour ça qu'Action contre la faim, en 2019, a créé une mission en France pour étudier ce phénomène-là et essayer de trouver des solutions en s'inspirant évidemment de ce qu'on a fait à l'international. D'accord. Pourquoi il y a de l'insécurité alimentaire ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Les conflits, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Typiquement, l'Ukraine et la Russie sont des pays importateurs de blé. Et en fait, ces pays-là assurent 90% de l'approvisionnement en blé dans divers pays, en Azerbaïdjan, en Somalie. Et donc, quand il y a une guerre, ça affecte l'approvisionnement en nourriture et donc, in fine, ça crée de la sécurité alimentaire dans les pays. Donc les conflits, c'est une cause. Le dérèglement climatique, évidemment, le manque d'accès à l'eau potable, les politiques agricoles des différents pays qui peuvent parfois être inadaptées ou qui manquent de ressources face justement au dérèglement climatique et à l'évolution des situations. Et il y a aussi évidemment la pauvreté dans les différents pays, les inégalités. Et pourquoi c'est des ONG qui s'en occupent ? Parce qu'on a entendu le petit truc tout à l'heure, un petit extrait dans le podcast de Madame Giroux qui disait « c'est pas au gouvernement de s'en occuper ». C'est pas au gouvernement de s'en occuper ? Alors si c'est au gouvernement de s'en occuper, ce qui arrive par contre, c'est que tu as beaucoup de pays dans le monde où l'État n'est plus en capacité de pouvoir répondre à tous les besoins de la population en fait. Pour beaucoup de raisons, il peut y avoir un choc climatique, il peut y avoir des années de guerre civile, il peut y avoir une hausse des prix qui fait que en fait toutes les populations ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et dans ces cas-là, le rôle des organisations non gouvernementales, donc des ONG et des assos, c'est pas de remplacer l'État, c'est de venir en complément et d'essayer d'assurer justement ces services et de couvrir les besoins en s'appuyant déjà sur ce qui existe au local. Et c'est pour ça qu'on travaille énormément avec les organisations communautaires et avec les organisations nationales. Mais le gouvernement peut quand même faire quelque chose. Oui, évidemment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait qu'il y a 735 millions de personnes qui souffrent de la faim. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi 30% de la population mondiale qui est dans une situation d'insécurité alimentaire. Et dans ces cas-là, nous, on appelle les gouvernements à mettre en place justement des politiques qui prennent en compte la lutte contre la sous-alimentation. Ça doit faire partie des priorités des politiques pour qu'on vienne à bout de ce fléau parce qu'il y a des solutions qui existent. Et donc, typiquement, ça peut passer par le fait de favoriser l'agriculture paysanne, l'agroécologie. Ça, c'est un cheval de bataille d'Action contre la faim. C'est également assurer la sécurité des personnes qui travaillent dans ces politiques et des personnels humanitaires dans les différents pays. Et à l'international comme en France, c'est assurer la protection sociale et de permettre aux personnes en situation de vulnérabilité de retrouver une certaine sécurité alimentaire.
J'ai vu aussi que vous mettiez en place plein de choses, notamment par exemple je me rappelle plus du nom, tu sais, où les gens viennent travailler contre de l'argent. Enfin vraiment, moi je pensais que c'était un peu genre bon, on vous donne un peu du riz et vous venez nous aider un peu gratos. C'est pas ça du tout en fait. L'idée, c'est qu'en fait, on sait que le revenu, c'est un pilier fondamental pour les ménages, pour les personnes, pour assurer leur sécurité alimentaire. Ça va permettre à ces personnes-là de retrouver du travail là où elles n'en auraient pas forcément besoin. C'est ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire de permettre aux personnes d'assurer leur sécurité alimentaire par leurs propres moyens. Et donc pas via des ONG sur de l'assistance alimentaire, pas via forcément le gouvernement. Ça dépend du contexte. Parfois, on est obligé de faire de la distribution alimentaire quand il y a un besoin immédiat suite à une crise. Mais l'idée, c'est qu'on essaie toujours de s'appuyer d'abord sur la résilience des communautés. Mais quand on parle, par exemple, des Plumpy Nuts tout à l'heure, qui sont nés en même temps que toi, on le rappelle, avec ta jeunesse insolente. Je veux dire, si on donne ça à un enfant pendant 28 jours, c'est super, il va mieux, il est plus en malnutrition. Quand il prend plus ses Plumpy Nuts, il revient au même état qu'avant. Ouais. Comment vous faites ? Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de réfléchir à des projets qui ne soient pas justement sur une petite période donnée, sur une distribution flash et ensuite on part. On va essayer de construire justement un travail dans le temps avec les communautés, avec les autorités, parce que c'est quand même le travail des autorités de pouvoir prendre en charge ces cas-là. Et dans cette situation-là, de pouvoir fournir une réponse immédiate, donc quand il y a besoin, comme tu dis, distribuer des Plumpy Nuts aux enfants qui en ont besoin, tout en essayant de soutenir les parents, par exemple, et en faisant de la formation ou de la sensibilisation pour les femmes allaitantes ou les femmes justement qui ont ces enfants en cas de malnutrition. Généralement, ces femmes-là, elles sont aussi potentiellement affectées par la malnutrition. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire pour proposer des formations culinaires pour mieux préparer les produits. Permettre aussi aux familles d'avoir un petit carré de potager qui leur permettra de produire leurs propres aliments. Action contre la faim, ça existe depuis plus de 40 ans. Vous n'avez pas réglé le problème de la faim. C'est triste ou c'est quoi ? En fait, tu perds pas espoir, vous perdez pas espoir, Action contre la faim ? Alors, spoiler alert, en fait, on ne peut pas régler le problème de la faim comme ça. C'est bien plus complexe parce que c'est un problème systémique. Ça veut dire que en fait, c'est pas juste des gens ont faim, donc on leur donne à manger, donc il n'y a plus d'insécurité alimentaire. L'idée, c'est qu'on essaie de construire des réponses et de permettre aux personnes de s'adapter parce qu'on sait en fait qu'il continuera à y avoir des crises, il continuera à y avoir des chocs, il y aura des dérèglements climatiques qui s'aggravera. Ok, maintenant, partant de ce constat, on voit ce qu'on peut faire. On dispose des capacités de 40 ans d'expérience. Et donc, on va essayer de transférer toutes ces connaissances et toutes ces capacités aux personnes qui vont pouvoir justement répondre elles-mêmes à leurs besoins. Si moi, je veux aider, comment je peux faire ? Parce que moi, je suis là, je suis à Paris, j'ai mon travail tous les jours. Maintenant, j'ai un bureau depuis pas longtemps. Déjà, je pense que je peux faire un don. Bien sûr, ouais. En fait, il y a plein de manières. C'est bien détaillé d'ailleurs dans le site d'Action contre la faim. Qui est actioncontrelafaim.net. Actioncontrelafaim.org. .org. Ouais, oui, parce ça. Que c'est une organisation. Exactement. Effectivement. C'est ça. C'est le petit moyen simple de connaître les dernières lettres du site internet. Mais en fait, l'idée, c'est quoi ? Il y a plein de moyens de soutenir et de se mobiliser. Le don, en fait, en est un, parce que, on l'a dit, et le financement, ça reste le nerf de notre action. Il faut pouvoir financer les activités, il faut pouvoir financer les personnels qui mettent en place ces activités. C'est de l'argent, donc il faut bien qu'on le sorte de quelque part. Et donc, effectivement, on a besoin de ces financements pour répondre à différentes situations d'insécurité alimentaire. Et c'est par la mobilisation collective, donc les financements, mais aussi juste l'engagement des communautés sur place, de ce qu'on peut faire aussi en France, qui fait qu'on arrivera à atténuer au maximum les effets de la faim dans le monde et de l'insécurité alimentaire. Ça peut être aussi l'engagement via le bénévolat. Et le bénévolat, c'est à plein de formes différentes. Typiquement, on sait que nous, avec la Mission France, on propose aux personnes de participer aux enquêtes où on va justement aller interroger les personnes qui ont eu accès à de l'aide alimentaire pour mieux comprendre leurs besoins. Est-ce que c'est vraiment adapté à leur situation ? À Montreuil, on a fait de la distribution de chèques pendant le Covid et ensuite on s'est dit ok, mais on va voir quel impact ça a eu, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Ça, c'est un moyen de mobilisation bénévole. Il y a aussi des délégations, il y en a 32 dans des départements en France. Et là aussi, on peut organiser des levées de fonds, on peut participer à des événements. On a participé organiser des petites braderies. Ouais, c'est ça, des petites crêpes, tu peux vendre des petites crêpes dans la rue pour lever des fonds. J'ai vu aussi qu'on pouvait aller courir. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, on sait que le sport, c'est un levier d'action. Et donc, en fait, ce que tu peux voir, il y a pas mal de gens qui connaissent Action contre la faim parce qu'elles ont participé à la course contre la faim quand elles étaient au collège ou en primaire. Et effectivement, en fait, quand tu es un bénévole, tu peux tout à fait te rendre dans différentes écoles établissements et organiser avec tout le corps éducatif, les enseignants et les enseignantes, des courses où tu vas faire participer les enfants. Ça permet de faire de la sensibilisation, ça permet aussi de parler du sujet de manière un peu plus légère, de permettre aux personnes de s'engager activement. Donc ouais, tu peux faire ça au collège, mais il y a aussi le challenge contre la faim avec les entreprises où tu réunis, tu fais ta team et puis pendant un mois, en gros, tu peux faire du sport et essayer de lever des points pour participer à tout ça.
Moi, parfois, je me dis, en fait, si je donne cet argent-là, je vais payer le mec en kawaii. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose que je paye ce mec en kawaii, moi, ou pas du tout? Est-ce que tu vois mon... Ouais, complètement, mais je me fais la réflexion aussi. Hein. Moi, ça m'arrive aussi de croiser des gens dans la rue. Avant que je sois dans le secteur, je les croisais aussi. Mais est-ce que tu leur dis, mais en fait, c'est mon salaire, déjà, ou pas? En fait, il faut comprendre que, étant donné qu'on est non lucratif, on est quand même des salariés, on est des professionnels, et donc on travaille sur ces projets-là, il faut un financement. Et donc, en fait, quand tu vas faire un don, évidemment, tu vas financer les actions, tu vas permettre de faire de la mobilisation dans les pays dans lesquels on travaille, on va pouvoir apporter du matériel, mais il faut aussi pouvoir payer les gens qui apportent ce matériel, parce que sinon, en fait, il n'y avait personne pour le faire. Donc, c'est important de se dire que tu participes à un système, et donc quand tu fais un don, en fait, tu permets à l'action de se réaliser. Ça fait quoi d'être une belle personne au quotidien ? Et en fait, d'être une belle personne, professionnellement, je veux dire. C'est à la fin de ma vie que je me poserai la question. J'essaie en tout cas juste d'apporter ma pierre à l'édifice. Ce qui est en plus intéressant, ce qu'il faut se dire, c'est que Action contre la faim, c'est quand même on est une grosse structure, il y a 8000 personnes dans le monde, et c'est de chacun selon ses moyens. C'est-à-dire que moi, j'ai certaines compétences par mon expérience professionnelle, par mes études, j'essaie de les mettre à disposition. Voilà, est-ce que je suis une bonne personne ou pas ? J'en sais rien. Dans la rue, quand je croise aussi des personnes qui font de la levée de fonds, parfois, moi, ça m'arrive aussi de baisser la tête et de me dire « Ah merde, je me sens mal, etc. » Ça arrive et c'est normal. Il faut juste se dire que voilà, si on a des compétences et si on a une envie de participer, on peut se lancer par plein de moyens. C'est comme ça qu'on arrive à faire partie du mouvement et de lutter pour les causes qui nous sont justes. Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, qui est très important pour toi dans ton travail chez Action contre la faim ou qui selon toi, se démarque dans toutes les actions que tu fais et que vous faites en tant qu'organisation ? Ce qui, moi, m'a attiré avant que j'arrive et ce qui m'attire encore plus maintenant que j'y suis, c'est le fait qu'on travaille sur des projets hyper variés qui sont franchement super passionnants, où tu vas, comme je te le disais, voilà, on va pouvoir travailler sur des réponses d'urgence de manière immédiate quand il y a une crise et qu'on sait qu'il y a des besoins immédiats. En même temps, on va essayer de réduire les vulnérabilités des populations qui sont sur place. On va travailler avec les communautés, avec les autorités pour essayer de reconstruire ou de renforcer des systèmes déjà existants. On va pouvoir intervenir juste après un cyclone qui, je sais pas, s'abat sur Madagascar, en allant voir les populations via les communautés et leur permettre justement d'absorber ce choc, tout en travaillant sur des projets de restauration de mangroves en Sierra Leone. C'est quoi les mangroves ? Les mangroves, en fait, c'est comme une forêt mais dans l'eau. Ah. En fait, l'idée d'Action contre la faim, c'est quand il y a un choc, quand il y a une crise et quand c'est pertinent, quand on a les capacités. Oui, on va voir ce qu'on peut faire. On va analyser justement la situation, quels sont les besoins, quelles sont les organisations déjà existantes sur place, et on va voir dans quelle mesure on peut apporter notre. Mais ça veut dire que vous avez des modes urgence, genre ? Ah oui, complètement. Mais on fait même des cellules d'urgence quand il y a une crise qui apparaît ou dont on n'était vraiment pas préparé pour se dire, ok. Et genre vous avez un hangar avec des petites pumping up partout et vous vous dites, on y va et on va les distribuer maintenant ? Alors on a effectivement des stocks dans les différents pays, mais même au bureau, tu vois, on a une salle qui s'appelle la salle de crise. Qu'on appelle chez nous la salle de pause. Exactement, c'est ça. Non, l'idée c'est que, ce que disait un peu Madame Giraud dans l'interview sur l'INA bon là, on va pas travailler le dimanche soir en se disant, tiens, on est 10, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est quand même mieux organisé que ça, mais grosso modo, oui, on a la capacité de se déployer en urgence et il faut en profiter tout en se disant qu'il faut construire également la réponse après, et donc on essaie d'avoir une vision à la fois de court terme, de moyen terme et de long terme pour essayer de trouver une solution pérenne à un problème existant. C'est quoi l'action que tu as menée ou dont on a entendu parler, dont t'as été le plus surpris ? Le truc le plus précis, genre un truc où tu te dis, ah bon, on fait ce genre de truc ? Un projet qui m'a particulièrement marqué, moi, c'est en Mozambique, où on intervient actuellement. Donc, c'est le pays juste en face de Madagascar. Et en fait, on a des équipes mobiles qui vont faire de la prise en charge des cas de malnutrition. Et ça veut dire qu'en fait, on a des équipes disponibles qui peuvent se rendre n'importe où dans une région, là où il y a des alertes, et pouvoir justement accompagner les personnes sur place, les femmes allaitantes et les femmes qui ont des enfants qui sont en cas de malnutrition, ou des femmes qui sont elles-mêmes en cas de malnutrition. Et donc, tu as des personnels soignants et soignantes qui vont pouvoir se déplacer, apporter la réponse et ensuite revenir à la base. Et c'est vraiment super flexible et c'est très intéressant. Est-ce que tu es fier de ce que tu fais ? Ouais, je suis content de ce que je fais. J'essaie de rester humble quand même parce que faut se dire que moi, au final, je suis quand même derrière un bureau, devant un ordinateur et qu'il y a des personnes qui sont directement impliquées et dont la situation est plus dure à vivre, à mon avis, dans les pays dans lesquels on intervient. Donc voilà, j'essaie d'accompagner ces personnes-là et de faire du mieux que je peux. Donc voilà, si vous voulez aider, si vous voulez en savoir plus, vous avez le site, c'est actioncontrelafaim.org, on l'a vu tout à l'heure. N'hésitez pas à aller dessus. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup encore, Giacomo. Merci à toi. Voilà, ça c'était Action contre la faim, mais en vulgaire et avec Action contre la faim. C'est vraiment incroyable. Ah,
et sinon moi je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.